tombe bien parce qu'il a été évoqué plein de fois, donc c'est normal que nous arrivions à la fin parce qu'après, j'ai cru comprendre que le bois pourri, il allait sur l'emballage. En gros, hein, c'est-à-dire quand on ne savait plus quoi en faire, alors qu'on va voir que c'est quand même pas comme ça que ça se passe exactement. Donc j'accueille sur le plateau Raphaël Castera, qui est maire de Passy. Je précise parce que Passy, c'est pas Passy à côté de Neuilly et Auteuil. C'est Passy qui est juste en bas au pied du viaduc. Voilà. Et André Gervais, qui est le local de l'étape, puisqu'il est fabricant de palettes à Vieux-en-Salaz, donc un petit peu juste derrière la montagne. Jean-Philippe Gossorgue, qui, lui, est directeur des ventes et représentant de la filière bois-emballage. Et puis Aurélien, je ne veux pas le présenter, voilà, on vient de le présenter, qui est directeur d'FSC France. Peut-être 2 mots chacun, vous allez, parce que ce sera plus simple, vous présenter juste très, très rapidement, présenter vos structures. Alors on commence par André. Moi qui commence. Alors peut-être un mot avant de parler, ça a déjà été fait. Je voudrais juste avoir une pensée pour Claude Chambel, mon ami Claude Chambel. Qui m'a demandé de l'appeler pendant que tu parlais. Voilà, je pense qu'il va pouvoir nous écouter et je le remercie et je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, donc j'ai une entreprise à Vieux-en-Salaz. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 15 km d'Annemasse, à peu près, entre Annemasse et Samoin. Donc, ils fabriquent des palettes de manutention. J'ai 25 personnes. Je fabrique à peu près 7000 palettes par jour. On en parlera peut-être un peu plus, et je consomme 25 000 mètres cubes de sillage par an. Voilà. Et nos clients, peut-être le préciser, c'est tous des gros industriels. Voilà. Bonjour à tous, Jean-Philippe Gossorgue, donc je suis le collègue d'André. Un grand collègue de André, donc effectivement dans l'emballage aussi. Alors une entreprise un peu plus grosse, PGS Group, qui compte aujourd'hui 1150 salariés, présent dans 12 pays au moment où on se parle et peut-être 14 d'ici la fin du mois, à la fin de la réunion. Et voilà, donc on consomme 800 000 mètres cubes par an de sillage. Donc effectivement, bon voilà, on est un gros acteur du marché. Et spécialiste entre guillemets de l'emballage et de la filière, plus particulièrement comme le disait Fabrice, parce que je viens de raccrocher les gants en 2024, mais j'ai dédié 15 ans de ma vie à la filière bois, en tant qu'administrateur et trésorier de France Bois Forêt, vice-président de la Fédération nationale du bois, président du syndicat de l'emballage, administrateur de FCBA, et je suis resté vice-président monde de la palette EPAL. Donc la palette EPAL, c'est ce qu'on appelle vulgairement la palette Europe. Donc je pense que vulgairement, qui est la plus connue au monde, puisqu'on en a 700 millions au moment où on se parle en train de circuler dans des camions ou des bateaux ou dans des entrepôts en train de stocker, voilà, dans les racks. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Raphaël Castera, je suis le maire de Passy, donc sur le coteau d'en face, au soleil. Bon, on a une belle vue de Combloux sur Passy. Oui, mais nous, on a une belle vue de... Quoi comme les arbres sont en train de tomber... Je suis vice-président de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc en charge de la santé et de l'environnement. Voilà. Compléter la présentation de tout à l'heure en quelques chiffres peut-être que j'ai pas pu donner sur FSC. FSC, c'est 16 millions d'hectares certifiés dans le monde. En France, on est beaucoup plus modeste. À FSC, on a 150 000 hectares, un petit peu partout en France. Et c'est quand même 1000 entreprises certifiées sur la chaîne de valeur. Donc ça pèse un petit peu en termes d'emploi et de demande. Et surtout en France, ce qui se passe, qu'on voit comme phénomène, c'est une grosse demande de la part d'entreprises comme ADO, des LVMH ou des L'Oréal qui ont besoin de montrer un petit peu, y compris sur l'emballage, la nécessité d'avoir des certifications. Parce que pour eux, ils sont devant les citoyens consommateurs qui leur demandent ça. Et donc, eux-mêmes demandent à leurs fournisseurs de plus en plus d'utiliser la certification. Alors, c'est vrai qu'on avait les enfants de Combloux hier. Moi, quand j'avais leur âge, je me souviens, on m'avait raconté que, et j'ai longtemps cru ça, que pour faire du papier,
On coupait des arbres. À tel point que j'étais même presque arrivé à un sentiment de culpabilité quand j'avais du papier, puisque je me disais, mais le papier égale l'arbre. Et ça me travaillait énormément. Dans les années 70, au début des années 70, l'UNESCO a prôné l'éducation, je cite, pour acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la préservation de l'environnement et à la solution des problèmes de l'environnement et à la gestion de la qualité. On a l'impression que ça a été écrit hier, hein, c'est en 70, hein, c'est pas hier soir que ça a été écrit. Patatras, moi je tombe dans l'emballage. Donc de petit qui avait peur de la feuille de papier, je tombe dans l'emballage. Et puis l'emballage, c'est encore beaucoup de bois, puisque c'est effectivement les papiers carton, mais c'est la boîte à camembert, c'est-à-dire l'emballage léger, les barquettes, les palettes, puisqu'il n'y a pas un produit qui part, les caisses industrielles. J'ai envie de poser une première question. Est-ce qu'on coupe du bois pour faire de l'emballage ? C'est moi la question. Oui. C'est à toi, Aurélien. Puisque au départ, il va falloir couper du bois. Au départ. Non, mais est-ce qu'on coupe comme ça ? Est-ce qu'on peut encore passer ? Je l'entends encore dire, hein, je vois encore des communications. Cet emballage a évité de couper 30 arbres. Oui, voilà. Alors ça s'appelle du marketing en fait. Non mais c'est bien le marketing, ça fait partie de la vie, mais je suis pas sûr que ça soit l'enjeu en fait de dire on a évité de couper, etc. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, si tu veux, c'est pas tellement le nombre d'arbres qui ont été coupés, c'est comment on a géré les forêts en fait au départ et comment elles ont été gérées. Est-ce qu'on a pris en compte différentes choses, hein. Je parlais de biodiversité tout à l'heure, je parlais de carbone, de diversification des forêts, etc. Et dans les forêts, on peut avoir des produits qui vont être utilisés pour l'emballage, et c'est pas une difficulté. Après, c'est vrai que sur des secteurs, je pense par exemple au papier, c'est un secteur qui est un petit peu difficile avec l'arrivée d'Internet, qui fait qu'on a baissé la consommation de papier en France. Voilà, on va avoir des coproduits également hein, dans les scieries. Je pense que vous pourrez le dire. On va en parler tout à l'heure, qui sont aussi utilisés et plutôt que d'en faire des déchets, autant les utiliser, notamment dans le secteur du papier ou de l'emballage carton. Alors pour une palette, André, pour faire une palette, il vient d'où ce bois pour faire des dés et des planches? Alors une question un peu difficile pour moi. En sachant que, bon, là, je vous ai dit, on consomme 25 000 m3 de bois par an. Ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui savent, ça représente 50 000 m3 de grumes, puisqu'il faut 2 m3 de grumes pour faire 1 m3 de sciage à palette. Et dans mon cas précis, aujourd'hui, j'ai péniblement 20-25% de mes approvisionnements sur Savoie et Haute-Savoie. Pourquoi ? Parce que le restant, je ne les trouve pas. Donc c'est quand même un petit peu paradoxal, et le restant, ça reste en France, mais je vais les chercher dans le Massif central, et ça c'est un peu regrettable, et parfois ça va jusqu'à me gêner de le dire à mes clients qui me demandent d'où vient mon bois, parce qu'on devrait être capable de faire mieux. Sauf que c'est pas si facile que ça, en ce sens qu'en Haute-Savoie, en Savoie, on a des bois, d'une manière générale, jusque-là je parle pas du scolite. On a des bois plutôt de bonne qualité, qui coûtent un peu cher, qui sont durs à exploiter, et à la fin, c'est trop cher pour faire c'est des approvisionnements qui sont trop chers pour faire du bois à palette, puisque pour faire nos palettes, on a aussi des prix de marché et on peut pas les dépasser. Donc c'est quand même un sujet très problématique. Alors aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est dit cet après-midi, aujourd'hui c'est différent en ce sens qu'il y a du bois scolité, beaucoup, donc qu'on pourrait utiliser. On pourrait aujourd'hui, en termes d'approvisionnement, on pourrait avoir 100% de nos appros sur le département ou sur les 2 départements, sauf que j'ai pas de fournisseur apte à faire ça. Voilà, c'est plus compliqué qu'on pourrait le penser. Alors, il y a des scieries, oui, mais c'est des scieries qui sont très bien équipées pour faire, on l'a vu, pour faire du bois de charpente, pour faire du bois, voilà, mais pas bien pour faire du bois palette, pas bien pour nous répondre comme il faut.
Voilà. Et puis, je voulais juste rajouter un petit sujet par rapport à tout ce qui s'est dit, un petit complément. J'ai eu la riche idée, il y a bientôt 1 an, de devenir maire de ma commune. Et sur ma petite commune, non, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur le scolite, mais c'est quand même quelque chose de très concret. Sur ma commune, le rythme d'exploitation de notre forêt communale, c'était 800 mètres cubes par an, à peu près. Et l'année passée, ça a déjà été beaucoup important. Cette année, on en a fait 3500 mètres cubes, tout des forêts scolitées et qu'on s'est, entre guillemets, dépêché d'exploiter pour essayer de sauver ce qu'on pouvait sauver. Et je pense que l'année prochaine, ça sera encore pareil. Donc ça montre bien, quand même, l'ampleur du système. Alors peut-être que c'est un petit peu négatif comme information, mais c'est quand même quelque chose de très concret. Et c'est d'ailleurs plus, enfin je dis plus parce que tu es maire et que tu as tes vœux tout à l'heure, hein, parce que j'ai compris qu'on va tenir le délai, parce qu'il doit tourner. Je vous prie de m'en excuser. Et ces administrés l'attendent. Jean-Philippe, vous, chez PGS, vous maîtrisez l'ensemble de la filière, je crois, de... Oui. Comment ça se traduit? Effectivement, donc chez PGS, nous sommes nés dans le recyclage et la récupération, donc c'est des sujets qui sont très, très actuels. Mais effectivement, l'idée, c'était, au vu de la taille du groupe et du coup de la vulnérabilité que ça peut aussi donner, une telle taille, on a essayé de mettre sous contrôle toute la chaîne. Donc effectivement, étant parti du reconditionnement, de la réparation, nous sommes remontés au métier de la fabrication. Pour fabriquer, il faut du bois, donc nous sommes remontés au sciage, donc la scierie. Et puis de là, une fois qu'on a une scierie, on se rend compte qu'il faut quand même du bois pour la faire tourner. Donc nous sommes remontés à la sylviculture, donc exploitant forestier et propriétaire effectivement de forêt. Voilà. Et puis dans l'autre sens, on a travaillé sur tout ce qui gravité autour, la robotique, le transport et tout ce qui va bien. Alors en préparant la table ronde, je disais donc d'où venait de quelle partie du bois de l'arbre, puisqu'à côté de chez moi, il y a des grands, ils ont coupé du bois scolité, des grands, qu'on appelle ça des grumes immenses, et d'où venait le bois pour faire des palettes ou même pour faire du papier. Et vous me dites, non, mais nous, on prend, d'ailleurs on nous l'a dit tout à l'heure, hein, ce que veut pas le bois d'œuvre, on prend, c'est-à-dire les pièces moins nobles. Ce qui m'a fait dire comme ça, finalement... Enfin, le bois, c'est un peu comme le cochon, quoi. Tout est bon dedans, hein. Ça parlera à nos agriculteurs. Mais par contre, sauf que en fin de vie, des fois, nos cochons, on en fait tout, on en fait du saucisson, du jambon, etc. Mais le bois, quand même, on en brûle aussi, Raphaël. Alors qu'on ne brûle pas nos cochons, enfin on les brûle pour les manger, mais on les brûle pas pour qu'ils reviennent en cendres. Est-ce que vous, le bois que vous traitez? Alors, la commune de Passy est propriétaire foncière, hein, et avec des forêts importantes. D'ailleurs, on a une politique assez volontariste en la matière, parce qu'on a acheté beaucoup d'espaces naturels, notamment forestiers, en forêt de protection, notamment par rapport à la route qui descend de Chamonix, que tout le monde connaît, hein, dans la zone des Aigras. Et on a effectivement beaucoup de bois scolité. Donc, on en parlait tout à l'heure avec ma collègue première adjointe qui est ici présente. Le bois scolité qu'on a sorti, nous, à l'époque, il est parti essentiellement en bois énergie. Il faut savoir qu'en bois déchiqueté, alors c'est le sujet sur lequel on va arriver, on vient de créer un réseau de chaleur urbain à Passy, de 3,7 km, avec le CIAN, qui est le syndicat départemental des énergies et du numérique, à qui on a délégué la compétence. Une chaufferie avec 3 chaudières, 2 chaudières bois et une au gaz et au biogaz, de 1,5 MW. Donc là, on utilise effectivement du bois, du coproduit, hein, donc ce qui n'est pas utilisé pour le bois d'œuvre, le sous-produit, qui est en bois déchiqueté, avec certains critères, hein, pour optimiser la qualité de l'air, notamment en sortie de cheminée, avec 30% d'humidité maximum. Mais ce bois-là, il est déchiqueté et il est brûlé pour alimenter un réseau collectif. Donc, un débouché du bois, des restes de bois scolité. Moi, je voudrais vous montrer un petit film sur le bois scolité, parce qu'on en parle tout à l'heure. On peut nous envoyer le film, il dure 2 minutes, hein, rassurez-vous, qui est très instructif, que j'ai découvert ce matin. Merci de me l'avoir envoyé. Et on en a parlé tout à l'heure. Je vous invite à le regarder. Peut-être que mon nom ne vous évoque rien. Je reste une énigme pour beaucoup, enraciné au sein de nos forêts.
Ce sont les gardiens de ces forêts, les spécialistes, qui perçoivent mon essence. Grâce à l'attention qu'ils portent à notre monde végétal, ma singularité a été mise en lumière, marquée par la trace indélébile du scolite. Ce minuscule insecte, autrefois discret, prolifère sous l'effet du changement climatique, redessinant nos paysages. Un spectacle dont vous êtes les malheureux témoins, involontaire mais essentiel. En partageant mon existence avec cet être minuscule, il devient nécessaire que l'on me coupe et me retire du cœur de la forêt pour protéger les autres encore épargnés. Mais ne faisons-nous pas de nos imperfections parfois nos plus grandes forces? Malgré l'épreuve du scolite et grâce à votre intervention, je renais. Pourtant inchangé dans mon essence, rivalisant en résistance avec ceux que l'on qualifie de saints. Votre affection pour moi grandit, parce qu'en me choisissant sans attendre, vous laissez la place aux jeunes pousses qui ne demandent qu'à grandir. Vous marquez votre différence et vous agissez pour le futur de nos forêts. En m'utilisant, vous avez l'opportunité de révéler ma véritable valeur. Ma destinée est entre vos mains. Et quand vient le moment de leur donner la parole, ceux qui me connaissent disent de moi que je suis inspirant, durable, solidaire, magnifique, actuel, prioritaire, opportun, élégant, performant, traditionnel, intemporel, singulier, naturel, résilient, charmant, noble. Si les professionnels m'ont adopté, c'est qu'ils voient en moi bien plus qu'un défaut. Ma différence est ma force. Alors, savez-vous qui je suis? Je suis le bois bleu. Il y a finalement beaucoup d'espoir. Les perspectives de Combloux, elles ne nous envoient pas quand même dans le mur. Je préfère les verres à moitié pleins, toujours. Hein. Je suis un éternel positif. Pardon? Donc ce bois bleu, d'ailleurs, pour les papetiers, n'est pas forcément un problème, puisque ça change rien. Je me suis effectivement pour faire du Là, je pense que, faut on demander. ne sortira pas avec du papier bleu. Faut demander aux papetiers, mais non, il y a des traitements qu'il faut que non. D'autant plus qu'on met du bleuissant dans la pâte à papier pour que le papier soit bien blanc. Si ça se trouve, ça pourrait faire économiser le bleuissant. J'en sais rien. Alors moi, je suis pas du tout scientifique. Hein. Vous avez vu les scientifiques. Moi, je suis le saltimbanque de l'histoire. Donc le papier, les palettes, apparemment, André, toi, tu en voudrais plus? Alors, ça c'est aussi un vrai sujet, parce que contrairement à tout ce qui s'est dit, le bois bleu dans la palette n'est quasi pas toléré. Il y a certains clients, oui, pas trop exigeants, mais voilà. Alors ça, c'est un vrai sujet. Si on l'accepte dans la charpente ou tout ce qu'on a entendu, on a certains clients pointilleux qui ne veulent pas de bois bleu. On a cité, je ne sais pas qui a cité tout à l'heure L'Oréal. L'Oréal est un client important. Il est hors de question. On a des cahiers des charges très très précis. Et si on a un camion qui arrive avec quelques palettes en bois bleu, on ferme les portes et on repart. Le camion, il est refusé. L'argument, c'est quoi? Pardon, si je peux me permettre. Mais moi, je suis plus qu'étonné de ça. Donc, je vais aller voir mon pote Nicolas Hieronymus, qui est le PDG de L'Oréal, parce que figure-toi qu'ils utilisent des palettes Shep. Oui, qui sont les palettes, qui sont peintes en bleu. Qui sont peintes en bleu. Les palettes de PGS sont peintes en vert. Les palettes de l'autre LPR sont en rouge. Donc, ils acceptent des palettes peintes. Alors, je dis en pas. couleur. Je dis pas c'est 100% de nos clients, non, mais on a quand même, peut-être qu'on cible des clients exigeants dans mon entreprise, mais on a aujourd'hui 50% de nos clients qui refusent catégoriquement du bois bleu. Et encore plus le bois moisi, ça c'est encore un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup depuis longtemps, mais qu'on n'arrive pas à maîtriser. Chez toi, oui, tu peux, bien sûr. Juste pour ajouter sur les propos d'André, je pense qu'on appelle ça, nous, dans l'emballage, des désordres esthétiques.
Et le désordre esthétique, le bleu est un désordre esthétique, mais la moisissure aussi. Et je crois qu'on a un problème d'éducation aussi du marché par rapport à ça, parce que bien souvent, le bois bleu est considéré comme du bois moisi quand le client le reçoit, et notamment la pharmacie, la cosmétique, l'agroalimentaire, qui sont des secteurs sensibles, tout de suite mettre un veto. Et je crois que c'est là où on a aussi un rôle avec l'aide de l'ONF, du CNPF, des instituts technologiques, le CRIT, le FCBA, Pôle Excellence Bois, les FIBois, France Bois Forêt, d'éduquer le marché, d'éduquer le grand public sur c'est quoi le bois bleu, c'est quoi le bois moisi, et c'est quoi les impacts pour l'usage de ces bois-là. Juste un complément, Fabrice. On parlait tout à l'heure de RSE, donc de politique sociale et environnementale des entreprises, notamment ces grandes entreprises-là. J'imagine que chez L'Oréal, il y a de la RSE. Bon, ça peut être des critères quand même qui peuvent être travaillés en interne d'une part. Et puis il y a aussi, je vais me retourner vers l'ancien représentant de l'État, mais le levier fiscal. Est-ce que c'est peut-être aussi à nos parlementaires, je ne parle pas encore de nos gouvernants, parce qu'on ne sait pas qui va arriver, mais à nos parlementaires de faire le nécessaire en termes d'amendements pour inciter fiscalement, donc d'un point de vue monétaire, pour ces entreprises-là, l'utilisation de ce type de bois. Je pense que c'est quand même quelque chose de cohérent. Et eux, en discours, on parlait de marketing tout à l'heure, ça peut être aussi pertinent pour eux. Mais je vais leur en parler, oui. Peut-être pas à L'Oréal. Peut-être encore juste un mot, mais c'est vrai que vous avez raison. Il faut absolument qu'on trouve des leviers puissants pour faire pression auprès de nos gros industriels pour essayer de lever cette contrainte qui est tout à fait aberrante, je veux dire. Voilà. Claude m'appelle, alors il veut écouter son ami, donc je veux quand même le faire participer un petit peu. Je m'excuse, c'est pas de l'impolitesse, mais il appelle, donc il faut qu'il réponde. Alors on va arriver à la fin de vie, parce qu'il y a une chose dont on a très peu parlé. Si, on en a parlé de la fin de vie. Alors moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, parce qu'à côté effectivement, à côté d'un petit peu plus haut, à côté de chez moi, ils ont coupé le scolité. Ils en ont coupé, mais il y en a d'autres qui sont apparus derrière, donc il y a encore à couper. Et je m'étais posé la question, mais pourquoi ils enlèvent pas tout, parce qu'il y avait que les grumes et puis il y avait tout ce qui restait autour. Et donc on va parler de fin de vie. Donc là, je l'ai compris aujourd'hui qu'il fallait le laisser pour la biodiversité, etc. Moi, je pensais qu'ils étaient feignants, quoi, en fait, en gros, qui voulaient pas nettoyer. Mais non, a priori, si ils font je peux bien me leur permettre boulot. là-dessus, si je peux me permettre là-dessus, Oui. t'es pas le seul à penser ça. En fait, on pense que le bois mort c'est sale et que c'est une question de fainéantise et qu'il faudrait le déblayer, mais en fait, ça c'est fondamental. Mais toi, tu pensais que Passy était donc chacun ses failles. Moi, je voudrais parler de fin de vie. En plus, il y a Christelle dans la salle. Donc, moi, je suis au bureau du CITOM avec ma présidente. Donc, je m'occupe des déchets, je sors les poubelles à Combloux. Et je voudrais parler de cette fin de vie des emballages, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'un emballage, aussi bien via la loi AGEC que l'Europe et le PPWR, doit être recyclable. Donc en fait, on n'a pas de problème particulier sur les papiers et cartons. Hein, Aurélien, la filière, est-ce que tu as checké tes chiffres? Est-ce qu'il faut que je t'aide ou Non, tu vas les donner beaucoup mieux que moi. Comme je ne suis pas représentant de la filière papier, même si beaucoup de certifications avec le papier sont en cours, mais t'es le spécialiste. Non, la filière papier et carton, comme la filière verre en termes de recyclage, se porte bien puisqu'elle atteint largement ses objectifs. Cela dit, elle peut être mise en difficulté avec tous les cartons bruns que nous avons avec la vente par correspondance, tous les colis. Mais c'est une filière qui est pérenne, qui fonctionne bien. Mais je voulais donner la parole aussi à Jean-Philippe là-dessus, parce que Jean-Philippe est né, enfin PGS, moi j'ai vu naître PGS avec Jean-Louis, hein, on se connaît depuis des années, et c'est une histoire dingue cette entreprise, parce que c'est un jeune qui un jour, il y a 40 ans, 31 ans, donc tu vois, plus de 40, je pensais que c'était 40 ans, donc je me rajeunissais, et donc 31 ans qui se dit, il voit des palettes dans la rue, qui étaient laissées comme ça, parce que la palette c'est un coup, ça peut resservir, et puis il voit aussi des palettes cassées, et il se dit, finalement, avec 3 palettes cassées, j'en refais 1 ou 2, et je les remets sur le marché.
Et il a démarré PGS, qui est quand même le leader européen de la palette aujourd'hui, hein, une boîte française, a démarré là-dessus, c'est-à-dire sur le recyclage et le réemploi, parce qu'encore une fois, la palette est un produit qui se réemploie. Et donc, vous, c'est votre ADN. Quelques chiffres là-dessus sur la. Je voyais que par an, combien de tonnes, j'ai vu, de tonnes de bois qui étaient réutilisées, donc qui stockent le carbone avec les palettes, hein, parce que c'est un puits de carbone, la palette. Oui, la palette, c'est un puits de carbone, en effet, et comme tu le dis, quelque part, le métier de l'emballage, et donc PGS est né dans la récupération et la réparation, mais en fait, c'est aujourd'hui des notions qui sont à l'ordre du jour, qui deviennent même réglementaires. On parle d'économie circulaire, mais finalement, la palette, l'emballage, et l'emballage en bois plus particulièrement, on était un peu les précurseurs de l'économie circulaire, ce qu'on appelle aujourd'hui économie circulaire. Effectivement, on était dans la réutilisation, le réemploi. Pour vous donner un ordre d'idée, une palette en bois, la durée de vie moyenne d'une palette en bois, c'est environ 8 ans. Donc vous voyez, c'est quand même... Et dans ces 8 ans, c'est les multiples vies. Elle voyage, alors à peu près en moyenne 3 fois par an. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup de stockage et de convoyage de site industriel à site industriel. Et elle est effectivement réparée tout au long de sa vie. Et en France, notamment, on répare, on remet sur le marché, on récupère environ 100 millions de palettes par an. Voilà, contre une fabrication qui est de l'ordre de plus ou moins 50 millions. Donc vous voyez, c'est un ratio du simple au double. Donc oui, le réemploi, la réutilisation, ça a du sens. Et puis une palette en fin de vie, c'est jamais un déchet. C'est ça qui est très important aussi, c'est qu'une palette, un emballage en bois, ce n'est jamais un déchet. Donc ça, c'est très important aussi dans les politiques CSR, RSE, etc. Ça devient autre chose. On va y venir. Voilà. Avant, je voulais parler... Vous savez, on a parlé donc l'or blanc, on a parlé de l'or blanc, on a parlé de l'or vert, on a parlé de l'or dur, déchets. Ah oui. Et là, je voudrais vous parler de l'or en poudre. Alors rassurez-vous, c'est pas de la coke, c'est pas tout ça. C'est la sciure de bois, parce que la sciure de bois, c'est une véritable ressource à la fois chez toi et puis sur tous les coproduits que l'on peut utiliser pour refaire des choses. Bon, alors, l'or en poudre, c'est peut-être quand même un petit peu exagéré. Oui. mais voilà, pour être plus concret, je vais encore vous donner un petit exemple de ce qui se passe dans mon entreprise. Il y a en 2020, je consommais 150 tonnes de gaz pour sécher les palettes, puisqu'il y a beaucoup de clients à qui on sèche les palettes. On a installé un gros broyeur pour broyer toutes nos chutes de bois. Je ne dis pas des déchets, toutes nos chutes de bois. On a la sciure, on a les copeaux, tout ce qui sort de notre production. Il n'y a plus rien qui repart. Ça va dans une chaudière biomasse. On chauffe l'usine l'hiver, bien sûr. Et toute l'année, on s'en sert pour les séchoirs à palettes à la place du gaz. Et en 2024, j'ai consommé 0 tonne de gaz. Voilà, donc ça, c'est bien un exemple concret de ce qui peut se faire, des progrès qu'on peut faire. On a supprimé parallèlement à ça tous les camions qui emmenaient les déchets à longueur de journée. Ça, c'est tout supprimé, il n'y a plus rien qui ressort. On le brûle et voilà. Donc effectivement, donc l'alpha et l'oméga de la fin de vie de l'emballage, c'est certes... Mais c'est quand même pas de l'or. C'est pas que le recyclage. Certes, on y travaille énormément, bien sûr, au CITOM, mais c'est aussi, des fois... En fin de vie, la revalorisation, on va en parler. Et pour dire à tel point c'est la revalorisation, je vais vous raconter l'histoire de la boîte à camembert. Vous savez qu'elle a fait parler l'Europe, cette boîte à camembert, dernièrement, puisque la boîte à camembert, tout le monde, on est tous d'accord pour dire que la boîte à camembert est un emballage vertueux. C'est-à-dire issu d'une ressource renouvelable, le peuplier, voilà, biosourcé, éco-géré, FSC, enfin tout ce qui fait bien, quoi, une bonne carte d'identité, sauf qu'il n'est pas recyclable. Et donc, tous les emballages, normalement, devraient être recyclables. C'est la loi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la boîte à camembert ? On arrête de faire des boîtes à camembert ? Monsieur le ministre, non. Le camembert, pas dans une boîte en peuplier, quand même. L'essentiel, c'est quand même le camembert. Oui, c'est le camembert, vous avez raison. Je suis d'accord. L'essentiel, c'est le contenu. Je dis toujours que l'emballage, ça sert à rien, sauf quand ça contient quelque chose. Et c'est fait pour contenir quelque chose, un emballage. Mais bon,
Après, bien évidemment, un verre de Chablis ou autre, le rouge c'est meilleur pour le camembert. Mais cette boîte, en fait, elle part en fumée parce que la plupart des gens qu'on interroge, ils disent je la garde pour faire mon allume-feu. Donc on va allumer le feu avec toi, Raphaël, et je voudrais que tu nous parles de cette revalorisation énergétique qu'on fait déjà d'ailleurs au CITOM et cette chaudière. Et je crois qu'il y a des slides aussi qui peuvent passer sur le réseau de chaleur de Passy. Ouais, j'ai préparé, merci Fabrice, j'ai préparé quelques diapos sur le réseau de chaleur qui vient d'être lancé. Alors celui-là, il marche comment? Comme ça, c'est bon. Ok. Voilà, je vous ai juste fait un petit topo sur. Alors les chiffres, je les ai pas inventés. Hein, c'est la COFOR, donc c'est l'association des communes forestières. Je crois que Loïc Hervé est là demain, le président de la COFOR départementale, le sénateur. Donc aujourd'hui, sur le périmètre du Scott Mont-Blanc qu'on est en train de travailler, hein, c'est un long serpent de mer. Le schéma de cohérence territoriale avec la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, le Pays du Mont-Blanc ici, le comité de communes du côté de Cluse et du Gifre. On a eu une présentation de la COFOR qui nous a donné les chiffres suivants. Donc on voit aujourd'hui, c'était évoqué en début de conférence, que contrairement à ce qui peut être dit, la forêt continue de croître. Et aujourd'hui, c'est une moyenne de 4 mètres cubes par hectare et par an. Donc on est sur ce périmètre, sur notre périmètre, vous voyez, à 195 000 mètres cubes par an de croissance. Et sur cette croissance, on en prélève de 70 à 90 000 mètres cubes. Donc on voit que le global, on a largement de quoi faire, et par rapport aux besoins qui ont été estimés, on est tout à fait dans les clous par rapport à la ressource locale. Attention, hein, je parle bien sur les 4 intercommunalités. Donc on a vu une belle diapositive tout à l'heure, et vous avez chanté les louanges des professionnels qui allaient couper le bois, mais vous avez oublié de montrer, donc il y avait vous voyez ce grumier qui descendait, ce camion, dans une épingle de hacheveux très raide de montagne. C'était sur la commune de Passy, je précise. Donc sur le massif de Tête-Noire qui surplombe le viaduc qui mène à Chamonix. C'est une route que l'on a faite avec la commune de Saint-Gervais-les-Bains et puis des Ouches. Hein, elles sont sur les trois communes qui desservent l'ensemble du massif forestier jusqu'au Prarion. Donc un chantier d'1,3 million d'euros qui a été livré l'année dernière, qui a défrayé la chronique. Un certain milieu environnemental assez extrémiste et malheureusement pas au fait, ni scientifique, ni au niveau des arguments, ont essayé de lancer la vindicte contre cet équipement-là. Mais aujourd'hui, c'est le principal investissement au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'était le plus gros. Et on a besoin de ces routes forestières. Alors c'était une mise au gabarit, je vous rassure, hein, on n'a pas massacré la montagne, il y avait un chemin forestier qui n'était pas aux normes pour accueillir ces camions. En tout cas, c'est pour vous montrer la cohérence de la stratégie que l'on essaye de porter en termes de filière locale, de production, d'utilisation et de finalité avec le réseau de chaleur que je vais vous présenter succinctement. Aujourd'hui, on a une problématique à l'échelle du territoire, c'est qu'on manque de plateformes de stockage pour ce bois, une fois débardé, et voire même transformé. Là, il faut qu'on aille plus loin, effectivement. En tout cas, c'est rare en Haute-Savoie, et surtout au Pays du Mont-Blanc, mais il semblerait qu'il y ait une volonté commune de travailler dans ce sens-là. Voilà. Déjà, tu as réussi Monsieur à faire... le Premier ministre, c'est de quoi je parle. Mais tu as réussi à faire une route avec Saint-Gervais et les Ouches, donc vous arrivez à travailler ensemble quand même. Non, mais pour le coup, on était en face sur le projet. Il n'y avait pas autant de volonté de la part de la vallée de Chamonix, il faut quand même le dire. Il y a eu beaucoup de polémiques qui ont été lancées là-bas et beaucoup de pétitions. En tout cas, aujourd'hui, c'est un équipement qui a été fait, qui est extrêmement bien fait, qui est intégré parfaitement à la montagne. On a l'impression qu'elle a toujours été là, avec une gestion environnementale vraiment optimisée. Vous imaginez bien qu'il faut énormément d'autorisations dans ce cadre-là pour la faire et qu'il y a un suivi très très précis des services de l'ANREAL. Je vous ai mis une diapo du bois déchiqueté dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc il arrive sous cette forme-là, avec 30% d'humidité grand maximum, pour alimenter nos chaudières. C'est 2 semi-remorques par semaine en période de pic, hein, en sachant que sur la route où est situé le réseau de chaleur, il y a 147 camions qui passent par jour. Vous voyez que c'est tout à fait marginal en termes de transport. Donc le réseau de chaleur que l'on a créé, il n'est pas très grand, il fait 3,7 km. Il alimente la zone urbaine de Marlioz à Passy, dans la plaine. Il dessert une trentaine de bâtiments, dont des bâtiments publics et des équipements. Et c'est surtout 375 logements et des logements sociaux de 2 bailleurs différents qui sont alimentés sur le secteur
pour ceux qui connaissent, aux alentours de Super U. Mais ça alimente également notre école de musique qui est actuellement en construction, le collège qui a été rénové, détenu par le département, donc qui était sur un autre type de chauffage à l'époque, qui va passer au bois. Et puis on a aménagé des terrains qui étaient restés vacants, où 2 hôtels vont être construits, donc la zone de l'Arve avec une alimentation par ce réseau de chaleur. Donc c'est 1,5 MW de puissance, donc on est au-dessus du seuil de rentabilité qui est demandé, c'est 1,1, 1,2 en général. Et l'avantage que l'on a, c'est qu'il y a 3 chaudières. Il y a 2 chaudières bois, une petite et une grande. Et il y a une 3e chaudière qui est au gaz, qui permet de se substituer à la totalité de la puissance au cas où. Et le choix de la commune de Passy que l'on a fait depuis notre élection, avec le CIAN, on a signé un contrat de biogaz. C'est-à-dire que le gaz qui est utilisé à Passy, on le paye plus cher. C'est 15% de plus que le marché, sauf que c'est du gaz certifié d'origine de méthanisation. C'est très important parce qu'on est cohérent sur la filière. Le gaz, il vient souvent de pays lointains. Ça peut être les pays du Maghreb, ça peut être l'Europe de l'Est. Je vous laisse imaginer le bilan global. Et surtout, aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, avec la géopolitique qui est en train de se déployer, des pays très peu recommandables, essentiellement la Russie, mais pas que. Et nous, la stratégie que l'on porte au niveau de la commune de Passy, on cherche à s'affranchir au maximum des énergies fossiles. Donc on a toute une politique d'énergie renouvelable qui est déployée. On est en train de racheter une centrale hydroélectrique, voilà, qu'on exploite déjà, de 10,8 gigawattheures par an, donc qui est quand même assez conséquente. Et on équipe pas mal de nos bâtiments parce qu'on veut réduire la dépendance aux énergies fossiles. Il y a un impact direct, c'est l'impact financier. Donc vous évoquiez le coût du gaz. La note de gaz pour la commune de Passy, mais comme pour toutes les autres, elle a triplé en 3 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 600 000 € de gaz sur notre budget de fonctionnement qui alimente ces bâtiments. Et non, alors là, les perspectives sont meilleures pour 2025. On a une baisse qui est assez importante. Donc voilà, il y a quand même une volatilité des marchés qui sont soumises à des critères divers et variés, malheureusement, qui ne sont pas forcément tous très pertinents, mais aussi soumis à la géopolitique. Quand on voit ce qui se passe et l'embrasement du Moyen-Orient aujourd'hui et les régimes extrémistes, notamment dans les pays de l'Est, qui montent en puissance, on a quand même de sérieux doutes et de sérieux soucis à se faire. Donc voilà, nous, en tout cas, à notre petite échelle, on essaye de faire le nécessaire. Et ce que j'ai précisé à la fin, j'ai bientôt fini. Oui, non, mais... C'est aussi la cohérence. Je vois le maire qui trépigne. Et... Non, pas pour, non, mais moi, pour partir. J'ai fait mes vœux hier soir, j'ai le temps, il n'y a pas de problème. Oui, d'ailleurs, oui, tu étais invité, tu n'es pas venu d'ailleurs. Donc, en termes d'approvisionnement avec le CIAN, on a déterminé un premier périmètre d'approvisionnement qui est de 100 km à vol d'oiseau, c'est-à-dire c'est les frontières de la Haute-Savoie, de l'Ain et du Jura. On avait les collègues du Jura tout à l'heure. Dans les 2 premières années, et à partir de 2026, on a un périmètre d'approvisionnement de 50 km, donc beaucoup plus proche. Ça rejoint quand même pas mal de choses qui ont été dites tout à l'heure. C'est la structuration de la filière et sa capacité aujourd'hui à fournir. J'évoquais tout à l'heure avec M. Soquet les appels d'offres. Nous, on a passé des appels d'offres sur des gros bâtiments publics. On a beau labelliser dans nos appels d'offres, avoir des exigences, on n'a pas de réponse. Voilà, donc il faut quand même être conscient de ça. Nous, il y a une volonté politique de le faire, mais il faut que la profession soit organisée derrière pour pouvoir y répondre, quoi. Voilà, donc je vous ai mis juste une photo. Ah bah c'est fini. Ah bah non, c'est fini. Voilà. J'avais mis une photo finale, il me semble que c'est bizarre qu'elle ait sauté. Et j'avais mis le bilan carbone surtout parce que là, elle est là. Ouais, là, le bâtiment qui est terminé, qui est à côté du collège. Et dernière diapo, c'est ça, c'est très important. On est au pays du Mont Blanc, dans la vallée Lave, où on en est au 2e plan de protection de l'atmosphère qui est en train de se terminer, qu'on a souhaité avec les services de l'État prolonger parce qu'on souhaite prolonger l'effort. Et ce qui a été un peu difficile à expliquer à certains sur le territoire, c'est qu'avec ce réseau de chaleur-là, on va contrôler ce qu'on ne contrôlait pas avant en termes d'émissions, et surtout on va réduire les gaz à effet de serre. Vous avez vu la première colonne. Aujourd'hui, les simulations qui ont été faites par Atmo, indépendante, c'est 1146 tonnes de gaz à effet de serre par an en moins. 1146 tonnes, c'est 1,3% des émissions de la commune au niveau global, du territoire communal. Sur les particules fines de diamètre 10 ou de PM2,5, on est quasiment à l'équilibre. Là, ils ont trouvé un petit solde négatif. On verra, en fonction du fonctionnement du réseau de chaleur. Il y a de très bonnes surprises sur un réseau de chaleur voisin Haute-Savoie où, au niveau des particules fines, ils sont en dessous du seuil de détection de la machine. Bon, manque de bol. Donc, on va dire que de ce côté-là, c'est aussi un vrai plus parce qu'on a retiré beaucoup de systèmes de chauffage qui étaient au gaz fossile. Alors le gaz émet pas trop de particules fines, mais aussi au fioul. Le seul bémol, et je les ai mis en rouge, on a un surplus de production de NOx
de dioxyde d'azote et de dioxyde de soufre. Parce qu'aujourd'hui, sur ce type d'équipement, on n'est pas en capacité, on ne sait pas techniquement, c'est pas un gros équipement, les canaliser. Voilà. En tout cas, ce qu'on a demandé aux prestataires, c'est d'être au meilleur de la technologie. Et dernier point, il y a 2 systèmes de filtration sur cette infrastructure. On a un cadre réglementaire au niveau du plan de protection de l'atmosphère qui nous oblige à 30 microgrammes par mètre cube en termes de filtration. On est au meilleur de la technologie. Aujourd'hui, on est à 10 microgrammes par mètre cube. Voilà. Donc on est 3 fois au-delà de la norme dans le cas des plans de protection de l'atmosphère, en sachant que la norme nationale, c'est 50 microgrammes en termes de filtration. Voilà. Donc on a un équipement qui est au top de la technologie. Ne vous inquiétez pas, les services de l'État se feront un plaisir de le contrôler. La DREAL a déjà prévu de venir au mois de février. Ils sont en train de régler les chaudières, il n'y a pas de souci. Et pendant l'épisode de pollution, monsieur le préfet était un peu au-delà de la réglementation, mais bon, c'est l'État, il a tous les droits. Donc ils ont demandé au réseau de chaleur qui avait en Haute-Savoie de couper les chaudières bois pour ceux qu'ils pouvaient, et on a alimenté uniquement au gaz. Voilà. Donc en tout cas, nous on a vraiment envie de faire le maximum, mais de montrer qu'on peut chauffer plus de surface, plus de volume, avec des performances en qualité de l'air bien meilleures que ce qu'on avait avant. Voilà. Sur une filière courte, comme vous avez pu le comprendre. Et le bois, c'est quand même, ça n'a pas été dit pendant la conférence, c'est quand même la première source d'énergie renouvelable en France, de mémoire. Je crois que c'est 33% d'utilisation. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait largement le potentiel d'aller plus loin. On en avait parlé hier. On va peut-être passer, parce que t'as faim, Aurélien. Non, j'ai pas faim, mais tu me demandes de tenir le timing. La règle est la même pour tout le monde. Il a soif alors. On va peut-être passer directement aux questions. Je me fais engueuler par les autres. Oui, je sais, mais moi j'ai suffisamment râlé tout l'après-midi, tu as raison. Tu peux me licencier si tu veux, mais eux ils peuvent pas. Je suis pas comme ça. Allez, 2 questions. Une au premier étage, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions au premier étage, en régie? Eh bien non. Non. Deuxième étage, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions? Eh bien c'est que... Oui, monsieur Raffard. Vous n'avez pas dit les qualités du bois bleu. Et si on compare le bois bleu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme type de qualité ou comme type de défaut? Est-ce qu'il y a une comparaison entre les bois? Celui qui achète du bois bleu, est-ce qu'il a des normes? Est-ce qu'il a des assurances sur la qualité de ce bois? Je ne sais pas si c'est bon. Ce qui est sûr, c'est que déjà, je ne vais peut-être pas vous répondre sur tous les points, mais en termes de résistance, il n'y a aucune différence. Voilà, aucune différence. Donc pour ce qui nous concerne, en l'occurrence en palette, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de vraie raison pour qu'il soit écarté. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est juste le désordre esthétique. Voilà, c'est tout. Ce qui a été dit tout à l'heure, les ingénieurs qui les qualifient par le pôle excellence bois, la seule différence, c'est la couleur. Voilà, quand il est bien, parce que quand il est classifié, il y a différents niveaux de classification, et donc c'est le même, en fait, en gros. Oui, non, mais il n'aura pas la même qualification. Mais quand il qualifie un bois bleu, la qualification du bois bleu est ISO à la qualification du bois blanc. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Là-bas, je vais passer le micro. On vous laisse vous présenter puis intervenir. Bonjour, Mickaël Pion, je suis militant Extinction Rébellion et j'ai aussi été architecte pendant 10 ans, j'ai travaillé dans l'architecture. Je n'avais pas de questions particulières sur les conférences, mais plutôt une remarque générale. On a beaucoup parlé du bois de construction et du bois de chauffage. On n'a pas beaucoup parlé de l'isolant bois, alors que l'isolant bois, il permet de stocker énormément de carbone. Et puis surtout, les chalets, ici on a déjà beaucoup construit, on va peut-être pas continuer à construire des chalets bois indéfiniment. On a beaucoup de passoires thermiques, et donc voilà, je pense que l'isolant bois, et on n'en parle pas beaucoup, on ne parle pas de mise en place de filières, de fabrication d'usines d'isolant bois, alors qu'en plus ça peut potentiellement assimiler des déchets bois. Voilà, c'était première remarque. Et j'avais une autre remarque un peu plus générale aussi. Je rejoins un peu Étienne Klein quand il disait mais tapez-vous un peu sur la gueule, vas-y dites des trucs. On avait déjà soulevé le truc l'an dernier. En fait, c'est que les acteurs sont un peu tous différenciés. On a un coup les scientifiques, un coup les gestionnaires, un coup. Et en fait, ce serait bien un peu de mélanger tout ce monde pour qu'ils se confrontent et qu'on voit, qu'on discute vraiment des problématiques et qu'on en sorte des choses. Par exemple, quel pourcentage de forêt est-ce qu'il faut garder, quel pourcentage faut exploiter, enfin, des questions plus générales comme ça. Voilà. Merci. Bon, après, vous pouvez poser des questions pour générer la confrontation aussi.
moi, je vais vous répondre, c'est vrai, c'est la question que vous posez sur le bois en tant que matériau. Encore une fois, du point de vue d'une collectivité, on a fait une rénovation énergétique qu'on a pu livrer l'année dernière. Encore pareil, un gros problème de filière, un chantier qui a pris 1 an de retard. Et on devait faire avec des matériaux isolants biosourcés. Et ben, résultat, les appels d'offres ont été infructueux et on a été obligé de relancer et de modifier le cahier des charges. Donc c'était vraiment une volonté politique de notre part, mais on n'avait pas la réponse en face. Et ça, c'est bien dommage. On voit qu'on a quand même vraiment un vrai problème de structure de filière dans pas mal de domaines. Voilà. Donc vous avez raison, il y a le pôle Excellence Bois qui était là dans la salle tout à l'heure. Je pense que c'est vers eux qu'il faut se tourner. Il y a des choses à poser là. Et moi, je veux répondre je nomme effectivement pour la confrontation, puisque je suis organisateur des perspectives de Combloux. Moi, la confrontation, elle se passe dans ma tête, hein, depuis le début, parce que je suis assailli par des injonctions qui me semblent des fois contradictoires. J'ai mes propres contradictions. Et justement, l'objectif des perspectives de Combloux, en tout cas, ce que je ressens et ce que j'en ressors depuis hier, c'est que je clarifie des choses dans ma tête. Je garde certaines confrontations, mais par exemple, ne serait-ce que le truc qui était devant chez moi, de voir des bois qui n'étaient pas ramassés, qui étaient coupés ou laissés tout, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je le comprends. Je comprends que je ne dois pas mettre en avant le côté esthétique de ce que je vois à chaque fois que je passe devant, parce que je trouve ça moche, mais que la biodiversité, elle trouve ça bon. Et aujourd'hui, je le regarde différemment. Donc c'est aussi à ça que servent les perspectives, c'est à se confronter dans notre tête. Merci. Merci en tout cas. Et merci également pour votre question, votre présence. Et on l'a dit, les perspectives, c'est aussi ça. Je vous remercie à tous pour la qualité des débats, des échanges. On va vous inviter à poursuivre ça autour d'un buffet partagé. Et puis nos conférenciers sont à votre disposition. Merci à tous. Rendez-vous demain, 14h, pour la dernière journée de cette 2e édition des Perspectives de Combloux.